24h sur 24, 7 jours sur 7, vous écoutez Radio Grand Lac sur le 92.1 FM. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin et Guillaume. Et bonsoir à tous et bienvenue dans la 16/9e, votre rendez-vous sur l'actualité cinématographique sur Radio Grand Lac 92.fm ou radiograndlac.com. C'est Kevin, Guillaume va nous rejoindre dans un petit instant. Pour l'instant, je vais commencer l'émission tout seul. Au sommaire, comme d'habitude, j'ai envie de dire, on va commencer par une première partie à vous dire les sorties de la semaine à partir de demain, mais aussi les sorties plateformes à partir de ce vendredi, puisque cette semaine, c'est une très grosse semaine avec beaucoup de sorties, peu de films pour enfants, c'est essentiellement des gros blockbusters et beaucoup de comédies. Donc voilà, on voit que les cinémas préparent le programme pour les fêtes et pour s'assurer beaucoup de présence dans les salles pour les vacances à venir. Eh bien écoutez, après ce moment de parler des sorties de la semaine, nous parlerons aussi des sorties de la semaine précédente où nous donnerons nos avis sur Wonka, sur Past Lives, sur Winter Break ou encore sur Chicken Run 2, et nous reviendrons très rapidement, puisque nous en avions déjà parlé la semaine dernière, sur les Trois Mousquetaires Milady. On va pas vous cacher, on était très mitigés malheureusement. Et enfin, le focus de ce soir, eh bien, on reviendra sur le bilan de l'année cinéma 2023. Est-ce que c'était une année au grand cru? Est-ce que c'était une année pauvre en cinéma? On en parle un peu plus tard, mais pour ma part, je trouve que c'était l'une des meilleures années, si ce n'est la meilleure année, cinéma depuis le Covid. Franchement, on a eu beaucoup de variété et beaucoup de qualité, même si, voilà, c'était assez éparse sur l'année, on va dire, et que il y a eu de grandes périodes de blanc dans l'année où on n'avait pas grand-chose à manger. Bref, sans plus tarder, nous allons commencer directement par les sorties de la semaine, et on va commencer par, j'ai envie de dire, la plus grosse sortie, le gros blockbuster de Noël, c'est Aquaman et le Royaume perdu de James Wan avec Jason Momoa, Patrick Wilson et Nicole Kidman. L'histoire de cette suite, c'est que Black Manta, toujours hanté par le désir de venger son père, est maintenant plus puissant que jamais avec le légendaire trident noir entre ses mains. Pour l'anéantir, Aquaman doit s'associer à son frère Orm, ancien roi d'Atlantide et actuellement emprisonné. Ensemble, ils devront surmonter leurs différences pour protéger leur royaume et sauver le monde d'une destruction irréversible. On écoute un extrait tout de suite. Il y a 4 ans, j'étais chômeur, en gros. Je traînais. J'avais pas de maison. Aujourd'hui, je suis marié, avec enfant. Et ça me va très bien. Papa, je sais pas comment t'as fait. J'avais un boulot un peu moins stressant que le tien. Ah ouais, j'ai enfin décroché un boulot. Je suis roi de l'Atlantide. Voilà, Aquaman 2, qui est aussi également le dernier film de cet univers DC Comics avant un reboot qui doit arriver dans 2 ans avec un nouveau Superman normalement. Cet Aquaman sera bien évidemment disponible dans les plus grandes salles, donc que ce soit à Aix-les-Bains ou à Chambéry, je pense que vous n'aurez pas de difficulté pour trouver un cinéma qui le propose. Autre sortie de la semaine, et cette fois-ci plutôt comédie américaine, c'est une équipe de rêve de Taika Waititi que l'on connaît pour avoir réalisé les 2 derniers Thor en date, donc Ragnarok et Love and Thunder. Il nous revient avec un film avec Michael Fassbender, Oscar Keightley et Elizabeth Moss, que l'on connaît pour The Handmaid's Tale. J'arrive jamais à dire le nom de cette série, excusez-moi. L'histoire d'une équipe de rêve, eh bien, c'est l'incroyable épopée de l'équipe de football des Samoa américaines qui subit en 2001 la pire défaite de l'histoire de la Coupe du Monde, battue 31-0 par l'Australie. À l'approche des matchs de qualification de la Coupe du Monde 2014, l'équipe recrute un entraîneur franc-tireur et tombé en disgrâce pour les aider à peut-être changer leur destin. On écoute un extrait tout de suite. Il est compliqué, parce que le soccer, comme vous dites ici, c'est comme la vie. Je pense qu'on a un vrai coup à jouer la saison prochaine. Je suis désolé, Thomas, personne t'a rien dit? Tu es viré. La bonne nouvelle, c'est que tu as 2 options. Option numéro 1, statu quo, tu n'as plus de job. Ou alors, les Samoa américaines. Vous êtes sérieux?
jamais marqué un seul but depuis que notre pays a décidé de créer son équipe. Encore un but? Quelle humiliation. Ça va changer. Je vais nous trouver un nouveau coach. Ça s'annonce très très drôle et vous pourrez donc découvrir ça à Aix-les-Bains ou à Chambéry dans les plus grandes salles. Autre comédie cette semaine, cette fois-ci française, c'est Chasse gardée de Antonin Fourlon avec Didier Bourdon, Thierry Lhermitte et Camille Lou. L'histoire d'un village sans histoire où à l'intérieur une maison de rêve en pleine nature est à vendre. Pour Simon et Adélaïde, à l'étroit dans leur appartement parisien avec leurs 2 enfants, c'est l'occasion idéale de faire le grand saut et de quitter l'enfer de la ville. Mais le rêve se transforme rapidement en cauchemar quand ils réalisent que leurs 6 sympathiques voisins utilisent leur jardin comme terrain de chasse. Entre voisins, la guerre est déclarée et tous les coups bas sont bien évidemment permis. On va écouter un extrait tout de suite. On n'est pas mieux qu'à Paris ici ? Le bois aussi est à vous. Mais vous pouvez pas empêcher les gens de se promener dedans. Ah, c'est rien ça. Bonjour. Ouais, parisien. Vous savez, on n'est plus parisien, hein. On a emménagé là. Ça change tout. En tout cas, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. C'est génial. Bonjour. La campagne, c'est pas comme dans les grandes villes. On est solidaires. Non. Désolé. Ne vous inquiétez pas parce que la chasse, c'est mi-septembre, mi-février, donc c'est pas non plus... 5 mois. Puis février, c'est un petit mois. Bon. Cette comédie française sera bien évidemment à découvrir dans les plus grandes salles aixoises ou chambériennes. Autre comédie française, cette fois-ci c'est Jeff Panaclock à la poursuite de Jean-Marc, réalisé par Pierre-François Martin Laval avec bien évidemment Jeff Panaclock, mais aussi Nicolas Marié et Théodore Leblanc. L'histoire, eh bien c'est Jeff Panaclock qui part à la recherche de Jean-Marc, qui serait une sorte d'arme utilisée par l'armée française. Eh bien, écoutez, on écoute un extrait tout de suite. Hop, on écoute dès que l'extrait voudra bien se charger, bien évidemment. Voilà. 3 tentatives d'évasion. On ne prend plus aucun risque. Ouvrez le caisson. Salut les trous-ducs. Ouais, il s'est échappé. Attrapez-le. Je veux toute l'armée sur le coup. Y a rien, mon lieutenant. Allez, on continue. Cherchez quoi? Bah moi du con. Pète un coup, tu vas clignoter. Une comédie donc à réserver, j'ai l'impression, essentiellement aux fans de Jeff Panaclock, et vous pourrez la retrouver dans les grandes salles aixoises et chambériennes, donc l'Étoile du Lac ou Pâté. Autre sortie, mais plutôt film d'auteur, nous avons La fille de son père, réalisé par Erwan Leduc avec Nawel Pérez-Biscayart, Céleste Brunkel et Maud Weiler. L'histoire, c'est que Étienne a 20 ans à peine lorsqu'il tombe amoureux de Valérie et guère plus lorsque naît leur fille Rosa. Le jour où Valérie les abandonne, Étienne choisit de ne pas en faire un drame. Étienne et Rosa se construisent une vie heureuse. 16 ans plus tard, alors que Rosa doit partir étudier et qu'il faut se séparer pour chacun vivre sa vie, le passé ressurgit. On écoute un extrait tout de suite. Rosa! Ouais? Ça fait longtemps que t'es là? Ça fait 17 ans. Et les résultats? Metz? Metz? Les Beaux-Arts de Metz. Si vous pouviez garder un œil sur ma fille. Elle va se retrouver toute seule ici pour la première fois. Loin de moi. Je vous laisse mon téléphone. Mais t'es pas prêt, papa. Je peux rester encore mon Dieu avec toi à la maison? Tourne. Comment ça va avec ma fille? On couche pas ensemble si c'est ça votre angoisse. Cette sortie sera bien évidemment réservée au cinéma d'auteurs d'Aix-les-Bains et de Chambéry, donc les Victoria et Astrée. Autre sortie film d'auteur, c'est Les Colons de Felipe Galvez Aberlé avec Sam Spruell, Mark Stanley et Alfredo Castro. L'histoire se situe en Terre de Feu, République du Chili, en 1901, un territoire immense, fertile que l'aristocratie blanche cherche à civiliser. 3 cavaliers sont engagés par un riche propriétaire terrien, José Menendez, pour déposséder les populations autochtones de leurs terres et ouvrir une route vers l'Atlantique. Sous les ordres du lieutenant McLennan, un soldat britannique, et d'un mercenaire américain, le jeune métis chilien Segundo découvre le prix de la construction d'une jeune nation, celui du sang et du mensonge. Un film qui avait été présent dans la sélection à Cannes et qui donc
à retrouver au cinéma Victoria et à l'Astrée. Autre sortie cette fois-ci réservée au cinéma Victoria, c'est le film Ma France à moi de Benoît Cohen avec Fanny Ardant, Nawid Elam et Elisabeth Margoni. Histoire de France, la soixantaine qui vit seule dans son appartement bourgeois de l'Est parisien. Lorsqu'elle entend parler à la radio d'une association qui met en contact des personnes réfugiées sans logement et celles ayant la possibilité de les accueillir, elle décroche son téléphone pour se porter volontaire. Donc un nouveau film avec Fanny Ardant à voir seulement au cinéma Victoria à Aix-les-Bains. Aussi, autre exclusivité au Victoria à Aix-les-Bains, c'est un biopic sur l'auteur Munch, réalisé par Henrik Martin Dalsbakken, avec Alfred Eckerstrand, Mathis Hermann Nyquist et Ola Jefferuset. Je suis sûr que ce sont des acteurs que vous connaissez par cœur. L'histoire de ce biopic Munch, c'est qu'après son premier amour, le jeune Edvard Munch se rend à Berlin où la révélation de son génie se heurte aux réticences de l'arrière-garde. On le retrouve plus tard à Copenhague, en proie au doute et en lutte contre ses propres démons. Au crépuscule de sa vie, il consacre ses dernières heures à préserver son œuvre de la mainmise des nazis qui occupent la Norvège. Ses motifs dressent le portrait foisonnant et changeant de l'homme derrière le tableau très connu, Le Cri. À noter aussi que vous pourrez retrouver au cinéma Victoria et l'Astrée un très beau documentaire de Luc Jacquet qui s'intitule Voyage au pôle Sud, qui revient donc sur son retour en Antarctique après sa première mission qui avait lieu il y a 30 ans. Ça, c'est tout pour les sorties, on va dire, cinéma, mais il y a beaucoup de sorties plateformes en cette fin de semaine. Tout d'abord, nous avons un biopic dès demain qui sort sur Netflix, qui s'intitule Maestro, réalisé par Bradley Cooper et avec Bradley Cooper. C'est aussi avec Carey Mulligan et Matt Bomer. C'est le récit de l'amour aussi grandiose que téméraire qui unira toute leur vie le chef d'orchestre et compositeur Leonard Bernstein et Felicia Montealegre con Bernstein. On écoute un extrait tout de suite. Si l'été ne chante plus en toi, plus rien ne chante en toi. Et si plus rien ne chante en toi, tu ne peux plus faire de musique. Elle m'a dit ça une fois. Bonsoir, je m'appelle Lenny. Bonsoir, Félicia. C'est une vraie beauté. Oh, parle-moi d'elle. Elle est merveilleuse et adorable. À l'époque à laquelle on vit, chacun peut se sentir libre, sans culpabilité ni confession. Quel mal y a-t-il à ça? Je sais exactement qui tu es. Un biopic donc à découvrir dès demain sur Netflix et je vous invite à faire très attention à ce film puisqu'il a déjà été nommé aux Golden Globes, donc c'est un film à suivre et probablement un film de grande qualité. Autre film qui sera disponible sur Netflix, mais cette fois-ci dès vendredi, c'est le blockbuster de Netflix pour cette fin d'année 2023, c'est Rebel Moon, partie 1, Enfant du Feu, le nouveau film de Zack Snyder, réalisateur bien sûr de Man of Steel, Batman v Superman, Watchmen 300 bien évidemment. Il nous revient cette fois-ci avec Sofia Boutella, Charlie Hunnam, Jim Onutsu et Douna B pour un récit de science-fiction où une paisible colonie sur une lune lointaine est soudain menacée par les armées d'un tyran et place tous ses espoirs de survie entre les mains d'une mystérieuse inconnue. On écoute un extrait tout de suite. Quand je t'ai trouvé abandonné dans les décombres, j'ai songé à te laisser dans le vaisseau. Je craignais que tu nous apportes les ennuis. Qu'est-ce qu'ils veulent, à ton avis? Ils veulent tout. Ce récit de science-fiction, donc divisé en 2 parties, verra sa première partie être disponible dès ce vendredi sur Netflix. Écoutez, pour l'instant, les critiques sont assez mi-figue, mi-raisin, voire plutôt négatives. C'est à vous de faire votre propre idée. Nous en parlerons sans doute dans 15 jours, au retour de l'émission après les vacances de Noël. Autre sortie que je vais parler très rapidement, c'est disponible sur Amazon Prime ce vendredi. C'est un film d'auteur qui s'intitule Saltburn d'Emerald Fennell. Cette réalisatrice avait fait Promising Young Woman il y a 2 ans et cette fois-ci elle revient avec Barry Keoghan, Jacob Elordi et Rosamund Pike pour nous raconter l'histoire de l'étudiant Oliver Quick qui peine à trouver sa place à l'université d'Oxford et qui se retrouve entraîné dans le monde du charmant et aristocratique Felix Catton qui l'invite à Saltburn, le vaste domaine de sa famille excentrique pour un été qu'il n'oubliera pas
de sitôt. Écoutez, c'est tout pour les sorties de la semaine. On va faire une première pause musicale avant de se retrouver pour bien donner nos avis pour les sorties de la semaine précédente. Et pour cette première pause musicale, étant donné que le deuxième opus d'Aquaman sort dès demain, je vous propose d'écouter Everything I Need de Skylar Grey du premier Aquaman. On écoute ça tout de suite et on revient après. Toute l'équipe de Radio Grand Lac vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin et Guillaume. Et rebonsoir à toutes et à tous. Vous êtes toujours dans la 16/9e, votre rendez-vous sur l'actualité cinématographique sur Radio Grand Lac 92.1 FM ou radiograndlac.com. Je suis encore tout seul. Écoutez, je pense que Guillaume ne va pas tarder, mais écoutez, on va pas attendre pour autant, on va continuer le programme et donc cette fois-ci, en deuxième partie de soirée, nous allons parler bien des sorties précédentes et développer un peu nos avis sur les films qui sont sortis bien la semaine dernière. Je vous rappelle que nous avions déjà conseillé dans cette émission et qui sont toujours disponibles en salle les films Hunger Games, La balade du serpent et de l'oiseau chanteur, le film Disney Wish, le film d'animation Migration, le film Soudain Sol avec Gilles Lelouch et Mélanie Thierry, ou encore le dernier film de Lajli, Bâtiment 5. Par contre, on était mitigé, voire même très partagé concernant l'itération de Napoléon, réalisé par Ridley Scott, dont on vous invite bien évidemment à forger votre propre avis. On en avait aussi parlé la semaine dernière, c'était le focus de la semaine dernière, c'était sur les adaptations des Trois Mousquetaires, et évidemment nous étions revenus sur les Trois Mousquetaires Milady, la seconde et normalement dernière partie de ce diptyque des Trois Mousquetaires dont le premier volet est sorti en avril dernier. Eh bien, les Trois Mousquetaires Milady, malgré une première partie convaincante, donc d'Artagnan, on doit reconnaître que Milady en est resté très déçu par une fin totalement ridicule qui s'affranchit du livre d'origine pour cette fois-ci proposer quelque chose d'assez mauvais. On va pas se mentir, la dernière demi-heure est absolument affreuse. On rit jaune devant ce qu'on voit, les scènes sont ridicules, les acteurs ne savent plus quoi faire et c'est un peu triste et j'ai même envie de dire qu'on se rapproche du foutage de gueule, tant simplement que cette seconde partie n'en est pas vraiment une et plutôt est une deuxième partie qui en attend une troisième et je trouve que c'est limite un peu du mensonge compte tenu de ce qui nous avait été annoncé depuis déjà plus de 2 ans. Enfin bref, peut-être que cette deuxième partie fonctionnera et qu'on aura peut-être un troisième volet. Je l'espère, ce serait dommage au final de laisser l'histoire dans un état pareil. Autre sortie qui a eu lieu mercredi dernier, c'est Wonka, réalisé par Paul King avec Timothée Chalamet, Hugh Grant et Sally Hawkins. C'est le préquel, si vous voulez, de Charlie et la chocolaterie, cette fois-ci consacré à Willy Wonka. C'est un film qui se base plus sur la vision du Charlie et la chocolaterie de 1971 plutôt que du Charlie et la chocolaterie réalisé par Tim Burton que beaucoup de gens connaissent. Donc ne soyez pas désemparés, hein, c'est vraiment voulu. Donc la direction artistique se rapproche plus du tout premier film plutôt que du film de Tim Burton. Ça reste pour autant un très beau film. J'ai trouvé que c'était un film assez charmant. Même si les musiques sont plutôt décevantes, on va pas se mentir que la meilleure musique c'est celle de la fin et celle de la fin, c'est la musique du film des années 70. Donc oui, on savait qu'elle était très bien. Je parle de Pure Imagination, bien sûr. Le reste des chansons est un peu en deçà, ça se laisse s'écouter, mais disons que vous n'allez pas l'avoir en tête pendant 2 jours après. Sinon, au niveau de l'histoire, moi j'ai trouvé que c'était très amusant, très drôle, très enfantin. Il y a un certain côté nostalgique aussi dans ce film, puisque le personnage de Willy Wonka est habité par le souvenir de sa mère. Donc c'est finalement un très beau film de fin d'année, avec de l'émotion, de l'humour, des chansons, du rire. Enfin voilà, j'ai envie de dire que ce film comporte tous les ingrédients pour passer un bon moment et j'ai passé un très bon moment devant Wonka et donc je vous le conseille chaudement.
Autre sortie de mercredi dernier, cette fois-ci côté film d'auteur, c'est Past Lives, nos vies d'avant, réalisé par Céline Song avec Greta Lee, Yo Teo et John Magaro. C'est l'histoire de deux amis d'enfance qui se retrouvent 24 ans plus tard. Et est-ce que finalement les sentiments de l'enfance vont ressurgir, ou est-ce qu'il est bon ton d'enterrer cette relation antérieure et donc leur soi antérieur? J'ai trouvé que c'était un film absolument magnifique. Je vais pas vous mentir, c'est l'un de mes coups de cœur de la semaine, Past Lives, et le film est nommé Golden Globes dans de multiples catégories. C'est très bien réalisé. D'ailleurs, je crois que c'est seulement le second film de sa réalisatrice, Céline Song. C'est très bien réalisé, c'est très très bien écrit aussi, puisque on est vraiment proche de ces deux personnages, donc amis d'enfance qui se sont connus en Corée du Sud, et voilà, le destin a fait que elle part vivre à New York et lui reste en Corée du Sud, et donc ils ne peuvent se retrouver que 24 ans plus tard, et leur vie a changé, leurs pensées, leurs émotions ont changé, mais est-ce que se retrouver l'un l'autre, ça ne va pas faire remonter les souvenirs du passé? Enfin voilà, dit comme ça, c'est un peu cliché, mais je vous avoue que c'est très réaliste, c'est très touchant, et à la fois très pudique. Voilà. Donc c'est un magnifique film, très bien réalisé, bien interprété, que je vous conseille chaudement. Autre sortie, film d'auteur, oui et non, on va dire, mais Winter Break, réalisé par Alexander Payne, qui est un réalisateur que j'aime beaucoup personnellement, qui avait fait The Descendants avec George Clooney, ou encore Downsizing avec Matt Damon. Vous avez peut-être vu ce film où Matt Damon est rétréci, et du coup, enfin c'est une bonne partie de la planète Terre qui est rétrécie d'ailleurs, qui était assez amusant, j'avais bien apprécié. Et là, Winter Break, Alexander Payne revient avec Paul Giamatti dans un film qui raconte l'histoire d'un pensionnat de garçons dans les années 70, en 1970 pour être précis, où bien évidemment pendant les vacances de Noël, eh bien certains des pensionnaires se doivent de rester et ne peuvent pas retourner dans leur famille, et donc du coup cette année c'est le prof le plus acariâtre possible, celui que l'on déteste parce qu'il met des contrôles surprises à chaque instant, et bien qui va garder les enfants, et très rapidement il ne va en rester qu'un d'enfants à garder, et je dois vous dire que la relation entre prof et élève est très touchante, très, très jolie, et on rigole énormément devant ce film, qui est là aussi, j'ai envie de dire comme mon cas, un très bon film de fin d'année, un très bon film de Noël, et j'ai même envie de dire que c'est possible un classique à en devenir, et que eh bien chaque fin d'année on se fera Winter Break, tellement j'ai beaucoup apprécié ce film drôle et touchant. Voilà, je vous le conseille chaudement. Et pendant que Guillaume débarque dans le studio, bien évidemment il est là, il va pouvoir nous parler de Chicken Run 2, parce qu'il a vu Chicken Run 2. Bonsoir. T'as branché mon micro, c'est bon? Oui, c'est branché, c'est branché. Excuse-moi. J'avais pas. Excuse-moi. J'ai tenu la barre. Oui, j'ai vu ça. Oui, désolé, petite urgence avant de partir. Maintenant, on comprend pourquoi il n'y a pas. On ne peut pas être artiste et infirmier en même temps, je crois. Mais bon, voilà, tout s'est bien terminé. Heureusement. Parfait. Attends. Chicken Run 2. Oui. Chicken Run 2. Du coup, bien évidemment, la suite du film d'animation que tout le monde connaît, qui est déjà sorti il y a 23 ans, ça ne rajeunit pas. C'est bien sûr fait par le studio Iron Man, qui nous avait aussi fait Shaun le Mouton et Wallace et Gromit. Eh bien, ils reviennent directement sur Netflix avec une suite qui est, ma foi, sympathique, mais bien en deçà de la qualité du premier. Qu'est-ce que toi tu en as? Alors, j'avais pas vu le premier depuis, je crois, sa sortie, ou un truc comme ça. Oui, moi ça faisait 20 ans facile que je l'avais pas vu. Et alors, j'ai trouvé sympathique, bien animé. Oui. Quelques gags assez rigolos, notamment avec la petite poulette, on pourrait dire. Babette. Oui, c'est ça. Babette, c'est la meilleure. C'est celle qui tricote tout le temps. C'est la plus drôle. C'était assez drôle. Ça essaie en plus de sensibiliser la jeunesse à certaines interrogations. Hein, c'est toujours surconsommation de viande, qui puisait un peu les fast-food, tout ça, et puis mettre un personnage féminin en avant. Non, franchement, c'était sympathique. Je dis pas que c'est le film de l'année, mais on est d'accord que c'est en deçà de, comme tu as dit, du premier. Les doublages originaux me manquent également. Oui, alors pour le coup, j'ai revu le premier juste avant.
c'est peut-être une erreur. Oui, parce que j'avais envie de le revoir. Et il est sur Netflix et du coup je l'ai fait juste avant de lancer le deuxième et c'est vrai que le doublage du premier avec Josiane Balasco, Valérie Lemercier et bon c'est pas très bien de le dire en ce moment mais Gérard Depardieu, et ben c'est vrai que ce doublage il fonctionnait du feu de Dieu. Qui c'est qui doublait Ginger? Et Ginger, c'était Valérie Lemercier. Ah oui, je me disais bien. Et Josiane Balasco, elle faisait qui? Elle faisait... alors, c'est pas Babette, c'est l'autre. C'est celle qui est un peu forte de poule. Oui, je vois, oui. Qui a envie d'en découdre à chaque instant. Et il y avait aussi Claude Pieplu qui faisait la voix du coq général. Là, oui, exact. C'était assez rigolo. Oui. Ça lui allait très très bien, d'ailleurs. Oui. Bon, de toute façon, bien évidemment, on s'attendait à ce que Claude Pieplu ne revienne pas, malheureusement. Mais après, je sais pas, parce qu'il y avait une différence au niveau de l'image. Enfin, l'animation est globalement la même. Mais est-ce que c'est une histoire de FPS ou de qualité? J'ai trouvé plus jolie, avec plus de grain, l'image du premier. Alors que celle-là me paraissait un peu trop lisse et trop éclairée aussi, peut-être. Le premier était aussi plus sombre. Hein, oui, mais c'est peut-être ça aussi. Alors peut-être que justement, c'est une volonté de la part des réalisateurs là qui sont les mêmes, mais bon. De toute façon, le premier c'était clairement La Grande Évasion. Oui, clairement. Mais avec des poules. Là, cette fois-ci, au lieu de s'évader, les poules vont s'introduire dans une ferme. Il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. On a beaucoup de références. Il y a des gars qui fonctionnent très bien. J'ai trouvé quand même des longueurs au milieu du film. Voilà, et après heureusement ça revient un petit peu, mais le film est beaucoup plus long que il y a 20 minutes de plus par rapport au premier. Qui sont peut-être de trop en plus. Et c'est peut-être ça, c'est peut-être les 20 minutes de trop. Le rythme d'1h20 était, je trouve, parfait pour le premier, qui passe, mais alors comme c'est nickel. C'est surtout que, globalement, même si c'est pas mal, on n'en avait pas besoin d'un Chicken Run 2. Non, c'est vrai. Et la question que je me pose, c'est est-ce que ça va parler à la nouvelle génération ou est-ce que ça ne va parler essentiellement qu'à notre génération qui est toujours jeune, il y a 23 ans. Voilà, au trentenaire. Voilà. Mais c'est vrai que voilà, Chicken Run, c'était l'un des premiers films que j'avais vu au cinéma. Ça doit être ma 3e ou 4e séance. Alors moi j'ai vu, si on fait vite fait au niveau dessin animé, j'avais dû voir des ressorties genre Peter Pan, Pinocchio, et il y en a un qui m'avait marqué, c'était à l'ouverture de la Nef, tu sais, à Chambéry. Bien sûr. Et c'était Dinosaure. Un de mes souvenirs dessins animés, c'était Dinosaure. Dinosaure, par contre, moi, je l'avais vu au Victoria. Ah, d'accord. Et je me souviens, parce que j'attendais ce film d'animation avec vraiment beaucoup d'impatience, que les 10 premières minutes étaient géniales, et après, je me souviens d'un ennui profond. Oui, il est vraiment pénible. En fait. Enfin, il est pas mauvais, globalement, mais il y a rien de... Il est très ennuyeux. Oui, il est très ennuyeux. Les 10 premières minutes sont formidables, et après le Bing Bang, voilà. Mais bon, Chicken Run 2 à voir en famille pour Noël. Oui, écoutez, sur Netflix. Il n'y a aucune contre-indication pour rester dans le jargon médical. Non, et j'ai même envie de dire qu'il y a quand même à boire et à manger pour les enfants ce mois-ci, parce que ce soit Wish, Migration ou Chicken Run 2, c'est pas les meilleurs films d'animation que vous avez jamais vus, mais ça passe très bien. Donc, à vrai dire, il y a aucun que je déconseille sur les 3. Ouais. Bon, je suis d'accord. Eh bien, c'est déjà l'heure de la 2e pause musicale. Et tu vas parler de Past Live, bien évidemment. J'ai déjà passé de Past Live. Je peux dire un petit mot rapidement. Vas-y, C'était une très jolie histoire, justement, qui est inspirée de la vie de la réalisatrice, mais ça, je pense que tu l'avais déjà dit. Oui. Et un film sur la maturité et qui te fait beaucoup penser, moi qui arrive la trentaine, moitié de la trentaine, à te réfléchir sur ta vie. Et si j'avais changé? Et si moi, je m'attendais peut-être à ce qu'on voit certaines images d'une vie fantasmée, mais au final, pas besoin. Tout reste à l'état de fantasme et dans un respect de la bienveillance. C'est ça que j'ai apprécié. Oui, c'est très pudique. Même si après c'est japonais, coréenne. Donc la culture aussi est dans les gens. Oui, la dernière demi-heure est ravageuse, je trouve. Niveau émotion, et l'acting est vraiment très bon. En tout cas, très bon. Ça mérite les nominations qu'il y a pour l'instant au Golden Globes. Mais un peu long par moment. On en aurait enlevé j'ai trouvé des longueurs au milieu. On aurait enlevé un petit bout que ça m'aurait pas dérangé. Voilà. Eh bien, écoutez, on va se faire une 2e pause musicale, et vu que avant que nous nous faisions le bilan de l'année cinéma 2023, et vu que nous venons donc de réévoquer très rapidement les 3 mousquetaires Milady, que
personnellement, enfin, on vous le dit, on est très Nous vous recommandons mitigeant. pas une nouvelle fois. Voilà, on est très mitigeant, je viens de dire. C'est bien, on est très mitigé, je voulais. Oui. Eh bien, sachez que les Trois Mousquetaires de 1993, donc la version Disney, nous avait réservé une idée de génie, c'est-à-dire de faire une chanson d'amour avec les Trois Mousquetaires de l'époque, c'est-à-dire Bryan Adams, Rod Stewart et Sting. Écoutez, on va se mettre ça et on se retrouve tout de suite après pour le bilan de l'année 2023. À tout de suite. À Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac, la radio de l'identité locale. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin et Guillaume. Et rebonsoir pour la 16/9e, votre rendez-vous sur l'actualité cinématographique sur Radio Grand Lac, 92.1 FM ou radiograndlac.com. Nous nous retrouvons pour la dernière partie de cette émission pour un focus, c'est l'heure du bilan, Guillaume. Ah, tu adores les bilans, oui, nous le savons. J'aime bien les tops. Ah, les tops, les notes rangées, catégorisées, tout ça. Alors, on va faire des tops donc personnels. On va aussi on va vous dévoiler aussi le top box-office France et monde. Mais avant ça, Guillaume, j'ai envie de te poser une question. Est-ce que pour toi, l'année 2023 est une bonne année cinéma? Moi, je l'ai dit en préambule. Pour moi, c'est sans doute la meilleure année cinéma depuis le Covid. Oui, en même temps, ça n'a pas de mal. On va dire. 2022 était pas mal non plus. Oui, c'était pas mal, on va dire. Il y a quelques coups de cœur, on va pas se le cacher. Ouais. Il y a quand même des grosses déceptions, on va pas se le cacher non plus. C'est vrai qu'il y a beaucoup de films moyens. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de blockbusters qui étaient très attendus, qui sont restés dans le niveau moyen. Quand on parlera des tops, du top mondial, honnêtement, par contre, je me dis quel message pour l'avenir du cinéma. Oui, parce que on a soit une adaptation de je ne sais quoi, d'un jouet. Oui, bah c'est un jouet. Non, mais tu ne peux pas dire une adaptation de quelque chose. Ouais, on a adapté un jouet, donc une adaptation de jeu vidéo et un biopic. Biopic, bon, ça c'est plus habituel, mais voilà, enfin c'est la chute. J'ai l'impression habituel, j'ai envie de dire en top 3, c'est quand même assez surprenant quand même. Mais c'est la chute, j'ai l'impression des grosses franchises, surtout que super-héros. J'ai envie de te dire, il y a 3 méga gros succès. C'est ça. Le reste du top 10 monde, c'est un peu triste. Alors c'est-à-dire après, il y a des coûts de production. Des films qui n'ont pas forcément été rentables, mais il y a encore des coûts de production qui ont été impactés par le Covid. C'est vrai. Donc peut-être qu'ils auraient coûté un peu moins cher aussi. Mais voilà, il y a des grosses déceptions. Bah d'ailleurs, on peut en parler. Oui, tout à fait. Du box-office monde. On va commencer par le box-office monde. Après, on reviendra sur le box-office France, qui est aussi très intéressant à étudier. Voilà, on va dire que cette année, c'est Universal qui emporte absolument la palme. C'est assez rare d'ailleurs. Avec 3 gros succès qui occupent les places 2, 3 et 5. En fait, c'est Super Mario Bros qui a dépassé le milliard. Oppenheimer qui... Tu as oublié de dire Barbie. Ah non, mais Barbie n'est pas Universal, attention. Exact, Warner Bros. C'est à Warner Bros. Donc Universal, c'est Mario Bros, Oppenheimer avec presque 1 milliard, et puis en 5e position, Universal est aussi présent avec le 10e volet de la saga Fast and Furious, qui déçoit un petit peu avec ses 700 millions, parce que d'habitude la franchise s'habitue à mieux. Qui est peut-être pas rentable. Voilà. Parce qu'il a coûté 300 millions. Alors, il y a eu d'énormes problèmes de production. Ils ont changé de réalisateur en cours. Je crois qu'il y avait des problèmes avec le Covid. Il y a énormément d'acteurs qui se servent au passage et qu'on sent plus tellement motivés. Et ajouté à la pub, pas dit qu'il soit... Je pense qu'il est tout juste rentable avec les sorties Blu-ray. Peut-être. Ouais, je pense qu'il est tout juste rentable. Contre, Super Mario Bros et Oppenheimer. Et Oppenheimer sont de très gros succès. Oppenheimer, c'est même très impressionnant. C'est 200 millions, pub compris. Voilà. Et on a envie de dire, comme disait Christopher Nolan, je crois pas plus tard que ce matin, bien évidemment, je vais dire que le cinéma se porte bien, puisque je viens de réaliser un biopic de 3 heures sur un homme qui réalise une bombe, où il n'y a pas une seule scène d'action, et le film fait presque 1 milliard. Donc oui. Et la grande question, va-t-il retourner chez Warner Bros? C'est la grande question. Warner qui occupe donc la première place avec Barbie, qui fait presque 1,5 milliard. Il en fait 1,4 milliard. Donc c'est un score très impressionnant. Score très attendu au final, parce que... Autant, non, je pensais pas. On savait que le milliard serait sans doute atteint. Ah, j'étais pas certain. Ah, t'étais pas certain, toi? Ah, mais c'est un film... Après, c'est un film malin. C'est un film intelligent. Moi, je trouve qu'il était vraiment intelligent comme film.
Oui, oui. Faudrait que je le revoie. La deuxième fois, ça passe beaucoup mieux. Ah, d'accord. Je te le dis, ouais. Parce que j'avais trouvé la fin un petit peu, assommante parce que on oublie l'humour pour vraiment rentrer que dans le discours. La deuxième fois, ça passe beaucoup mieux. C'est toujours ce qu'on m'a dit. La deuxième fois, ça passe mieux. Ensuite, Disney est quand même présent dans le top 10 du box-office monde à 4 reprises, mais pour des scores relativement décevants. Par exemple, Ant-Man occupe la 10e place avec son 3e volet. Qui n'est pas rentable. Qui n'est pas du tout rentable avec moins de 500 millions de dollars, alors qu'il devait sans doute chercher les 700 voire 800. En général, c'est 700, oui. Comme la petite sirène qui les a... Pas tout à fait. Qui les a presque, la petite sirène, qui est à un peu en dessous de 600 millions, mais apparemment il serait considéré comme un petit succès. Un petit. Voilà. Et pareil, petit succès pour Élémentaire, qui a failli être un très gros gadin, et puis qui au final s'est très bien tenu sur la distance, sur la durée plutôt, et qui a presque atteint les 500 millions. Donc pour un Pixar, c'est plutôt bon. Et déjà, c'est largement supérieur à Buzz l'éclair, qui avait été un four l'année dernière. Vraiment un très gros four et surprenant. Tout à fait. Par contre, Disney, son meilleur score, ça restera les Gardiens de la Galaxie 3 cette année, qui occupe la 4e place du box-office avec environ 850 millions de dollars. De notre côté, on remarquera que Mission Impossible déçoit cette année. Tu sais, en fait, j'ai étudié le problème. Déjà, alors il a eu un gros coup de production parce qu'il a été souvent décalé et tout ça. Oui. Je pense qu'il y aura des soucis, Covid et tout ça. Et je crois vraiment que le parti 1 a plombé aussi le truc. Je pense aussi. Et puis, il y a eu un embouteillage de sorties estivales. Oui, parce qu'il y a eu le Barbenheimer. Le Barbenheimer. Alors, phénomène inédit qui va même donner lieu à un film. Quelle horreur. Franchement, ça me donne envie. Je demande à voir. Mais c'est vrai que le phénomène s'est entretenu. Ceux qui attendaient Barbie s'étaient dit on ira voir Oppenheimer. Ceux qui ont vu Oppenheimer s'étaient dit on ira voir Barbie. Et c'est monté en flèche comme ça. Et au final, les deux films sont des gros succès. Oui, c'est vrai. Et Tom Cruise est un peu laissé sur le bas-côté. Alors que, l'année dernière, avec Après, Top le Gun film 2, était très attendu. Était long aussi, quand même. Le film était long. Les critiques étaient pas si dithyrambiques que pour le 6e volet où on chantait les louanges d'un bon film d'action. Un parti 1. Oui, ça flingue un peu le tout quand même. Je pense parce que maintenant, à l'heure actuelle où les gens attendent beaucoup sur les plateformes, même un téléchargement illégal, ils disent on ira pour la partie 2, ça se trouve. Oui. On regardera la partie 1 chez nous et puis on fera la partie 2. Je pense que la partie 2 sera un énorme succès. S'ils gardent l'aspect partie 2, parce qu'apparemment ils veulent faire tomber ça du titre. Donc nous verrons bien. Okay. Par contre, on peut dire que le cinéma d'animation se porte bien avec donc Mario et Spider-Man Across the Spider-Verse qui dévoilent 2 résultats au-dessus des attentes de leur studio, que ce soit donc Universal ou Sony Pictures. Et donc du coup, ils se retrouvent tous les deux dans le top 10 box-office monde. Et le top 10 box-office France, il est assez surprenant aussi, j'ai envie de dire. Tout à fait. Puisque 38 films ont atteint le million d'entrées en France cette année, soit 10 de plus que l'année dernière. Donc ça veut dire qu'on a vraiment une belle progression par rapport à l'année dernière. Et donc on va peut-être arriver à réatteindre ce niveau d'avant Covid. Oui, mais ils disent pas assez de films français dans le top 10. Pas assez. J'ai envie de dire, c'est toujours mieux que l'année dernière, puisque l'année dernière, il y en avait 0. Oui, et cette année, il y en a 3. Et 3, j'ai envie de dire, un peu variés, puisqu'on a donc Astérix Obélix, l'Empire du Milieu, Alibi.com 2 et Les 3 Mousquetaires d'Artagnan. Donc plus mérité pour Alibi.com 2 que Astérix Obélix. Oui, voilà, Astérix Obélix, on va pas se mentir, c'était pas génial, mais c'est bon, c'est un bon succès Cocorico. Bien évidemment, les 2 premiers succès, le top 3 est trusté par Mario Bros, par contre, qui est en tête en France, Barbie en second, et Astérix Obélix en 3e position, et ensuite on retrouve Oppenheimer, Alibi.com 2, Les Gardiens de la Galaxie 3, Les 3 Mousquetaires, Élémentaire, Indiana Jones. Ouais, d'ailleurs, qui fait son petit bonhomme de chemin. Il y a plus de fans français d'Indiana Jones que de fans dans le monde, apparemment. Ça a été l'un des plus gros fours de l'année. Et très surprenant. Et très... Oui, je pensais que Indiana Jones pouvait largement faire le milliard, quoi. Que c'était attendu que le film allait cartonner. Mais je crois que les 2 plus gros fours de l'année, si je ne m'abuse, en termes de grosse production, d'ailleurs Indiana Jones c'est le cadran de la destinée, pardon. Oui.
et The Flash. Et The Flash qui est un... Je crois qu'ils ont fait à peu près pareil, 240 000 millions au box-office, un truc comme ça. Alors, je crois qu'Indiana Jones est arrivé un peu vers 300 millions. Quand même, et le prix du film. Voilà, 350 millions, donc c'est très pauvre quand même. En même temps, le film ne justifiait pas d'un tel budget non plus. Non, c'est vrai. Mais c'est un peu triste, je trouve, pour Indiana Jones, et qui part du coup pas la tête haute, même si le film est ce qu'il est. Moi, il faut que je le revoie. Je ne trouve pas totalement mauvais, mais on est très très loin de la qualité des 3 premiers, ça c'est indéniable. Moi, je préfère même le 4. Et la fin du top 10 Box Office France, eh bien on retrouve notre petit Tom Cruise, Mission Impossible. Donc au final, le top Box Office France ressemble à peu ou pro au Box Office Monde, sauf que voilà, on a quand même 3 films français qui arrivent à faire leur place dans ce top 10. Donc moi j'ai envie de dire que le cinéma français se porte bien, surtout qu'il y a donc 28 il y a 11 films français qui ont rapporté plus d'1 million d'entrées cette année, avec des belles surprises comme Le règne animal, qui ne sont pas des films où on aurait donné nécessairement le crédit qu'ils allaient atteindre le million d'entrées. Et donc je pense que peut-être que le public français est en train d'opérer un changement, d'évoluer. On le voit aussi dans les productions de films, on a plus de films de genre. Notamment, il y avait Gueule Noire. Acide a été un four, je présume. Acide a été un four. Gueule Noire a été un four. J'ai beaucoup aimé Acide, pourtant. Moi. J'ai aimé. J'avoue que j'ai eu quelques difficultés avec la petite, avec l'actrice qui jouait la petite, et puis aussi quelques choix de scénario qui sont un peu cons. Oui, ils sont un peu faciles, mais je veux dire en termes de production française, ça se tenait. Il y a une scène qui me restera en tête, la scène du pont, très marquante. La scène de fin aussi, quand il porte la petite. Oui. En fait, j'ai trouvé cette scène con. Ah, moi j'ai bien aimé. Moi, j'ai trouvé qu'en termes d'acting, du moins. Ouais. Guillaume Canet était assez. Donc voilà, donc moi je pense que on va vers le mieux. Et puis on n'a pas les résultats encore aussi de la partie 2 des 3 Mousquetaires, je sais pas ce que ça Pour l'instant, ils sont à 600 000 entrées. Donc mais on a les vacances de Noël. On a les vacances de Noël, donc pour l'instant il fait un petit peu moins bien que la première partie, mais il devrait largement faire le million, voire peut-être atteindre les 2 millions. Les 3 millions, j'ai peut-être un doute, mais qui sait, avec les vacances de Noël. En tout cas, le film se porte bien pour l'instant, et les critiques du public ne sont pas si négatives. Pas autant que les nôtres. Pas autant que les nôtres, donc à voir. On aura peut-être cette 3e partie, parce que on reste sur notre fin. Il est temps de passer à nos tops personnels, mon cher Guillaume. Oui. Donc, on se lance sur quoi? Je pense que on va le faire aller en 3e. 3e position. Allez. Alors moi, c'est un film de plateforme qui est sorti sur Apple TV+, qui s'appelle Tetris. Alors, je me rappelle plus du nom du réalisateur. Évidemment, je l'ai pas de la suite. C'est avec Taron Egerton, donc notre Kingsman préféré, et qui raconte en fait l'histoire assez folle de la personne qui a commercialisé et acheté les droits de Tetris à un programmateur russe. Et c'est génial, ça m'a embarqué d'un bout à l'autre. L'histoire est... je vais pas dire c'est feel good, mais il y a quelque chose d'entraînant en fait dans ce film. Ah, moi j'ai trouvé ça passionnant, quoi. Oui, l'histoire est passionnante, c'est très bien rythmé, quelques petits problèmes d'effets spéciaux, mais c'est pas vraiment gênant. Et l'histoire, est passionnante. Taron Egerton, il faut qu'il continue à monter. Cet acteur est vraiment impressionnant. D'ailleurs, petit aparté, si vous avez Apple TV, regardez sa série Blackbird. J'ai pas encore vu, mais il faut que sensationnel. Voilà, pour mon petit top 3, enfin pour mon... Tetris, j'ai beaucoup aimé, et je pense que je me souviendrai toujours de ma réaction en plein milieu du film où je suis là en disant purée, ils ont pas les droits du jeu vidéo, et à l'intérieur je me dis mais d'habitude je devrais en avoir rien à faire, et que je suis quand même à fond. Quand ils lui disent mais personne n'a les droits en fait. Et là tu fais mais personne n'a les droits, et puis tu fais mais en fait on s'en tape. C'est ça. C'est ça, c'est
Réussir à nous faire passer des vessies pour des lanternes, j'adore ça. Ah non, impressionnant, ouais, ce film. Moi, mon numéro 3, ce sera Spider-Man Across the Spider-Verse, donc la suite de Spider-Man New Generation, qui est donc le film d'animation sur Spider-Man, avec le multivers. Voilà, on a énormément de Spider-Man dans le film. Déjà, visuellement, c'est une claque monumentale, c'est d'une beauté. Voilà, c'est pas du tout pour les épileptiques parce que ça n'arrête pas une seule seconde. C'est particulier comme on animation. On en prend vraiment plein les yeux. Et voilà, moi j'adore cet univers, j'adore l'histoire qu'ils sont en train de développer. Et il y a vraiment des idées de plans mais sublimes à l'envers. Enfin voilà, vraiment ils jouent beaucoup avec cet aspect vertigineux que propose le personnage de Spider-Man. Et j'ai très très hâte de voir le dernier volet qui a été repoussé au calendrier grec. Donc voilà. D'accord. Deuxième position, mon cher Guillaume. Je crois que nous avons la même. Nous avons la même. Oui, Oppenheimer. De Christopher Nolan. Alors, à savoir que ma femme n'a pas aimé du tout. Ah bon? Ah, tu lui as montré récemment du coup? Non, je l'avais emmené, je l'ai vu 2 fois moi au cinéma. Moi, je l'ai pas encore vu une deuxième fois. Moi, je l'ai vu 2 fois au cinéma. Avec madame qui adore Christopher Nolan. A été perdue, trop de noms, trop de choses. Elle voulait un film qui montre la création vraiment de la bombe nucléaire et pas un peu tout ce qui se passait autour. Je lui dis, mais tu voulais pas un tuto pour faire une bombe nucléaire non plus? Elle était plus intéressée par ce genre de choses. Elle était très vite perdue par la multitude de personnages, de noms, de changements d'endroits et tout ça. Moi, j'ai trouvé que c'était un film vraiment sensationnel qui arrive à nous embarquer, comme tu as dit, sans scène d'action, sans fioriture. Et puis, je crois qu'on a le jump scare, le meilleur jump scare du cinéma. Lequel est-ce? Ah, oui, la bombe. Oui, mais le boom. Ah oui, parce qu'on est là en se disant, bon, c'est pas si impressionnant que ça, et là, oh, Dieu. Ça a foiré, ouais, c'est comme ça, mais d'un seul coup. Ah oui, c'est vrai que dans la salle de cinéma, c'est la crainte que j'ai, c'est est-ce que chez moi, je vais retrouver la même sensation? Moi, alors, j'ai moins sursauté, mais ça a fonctionné un petit peu parce que j'étais là, mais c'était si long la dernière fois, ce machin. Et ça arrive quand? Et puis là, ah ouais, non mais c'était impressionnant. Au cinéma, franchement, j'ai eu le geste de tenir ma tête comme si je devais tenir un chapeau, alors que non, il y avait pas de souffle. J'avais peur que le dernier tiers soit trop long et au final, non, était vraiment très très bien. C'est même qui est nommé au Golden Globe pour ce Robert Downey Jr., Emily Blunt et j'ai un doute. Je crois pas que Cillian Murphy est nommé. J'ai un doute. Ah, il le snob à chaque fois. J'ai un doute. Possiblement. Christopher Nolan, le film? Christopher Nolan, il est nommé. Oppenheimer est nommé en meilleur drame. Ce sera peut-être la surprise des Oscars, je pense. Oui. En tout cas, c'est lui qui va ramasser le plus. Emily Blunt et Robert Downey Jr. sont épatants dans le film. Franchement. Emily Blunt arrive à être marquante malgré le peu de temps d'écran. C'est ça. C'est ça qui est impressionnant. Il y a une scène. Oh là là, le retournement j'ai adoré ça. Et notre premier, c'est le même. Ah, malheureusement, le cinéma s'est arrêté en janvier. On va se faire un petit kiff, si tu me permets. Allez, très rapidement. On va se faire un petit kiff. Tu l'avais prévu. Ça me donne déjà envie d'en voir, hein. Ah non, mais ce film, alors, pour tout vous dire, je l'ai vu donc, je crois, cette année, je l'ai vu 5 fois. Déjà? Je l'ai vu 5 fois. C'est que j'ai adoré ce film. Alors déjà, je l'ai vu 2 fois en salle. J'ai vu une fois. 2 fois en salle et je l'ai vu 3 fois chez moi. Mais en fait, je crois que je commence à vouer une adoration à ce film. Donc Babylone, bien sûr, c'est vrai qu'on n'a pas dit le titre. Oui, on était sur Babylone, pardon. Mais Babylone, ça avec paraît tellement évident. Margot Robbie et Brad Pitt. Qui est un four, un des plus gros fours de l'année. Mais qui a très bien marché en France. Oh, parce que la France. La France, l'exception française. Le pays du cinéma. Voilà, c'est ça. mais franchement, là, pour le coup, ça se justifie. Et alors, c'est sensationnel. 3 heures de voyage dans une autre période du cinéma, c'est extraordinaire. J'ai toujours la même sensation. En fait, quand je vois ce film, excusez-moi le mot, c'est le merdier. Mais vraiment. Ah, comme dirait 77, c'est un bordel. Ah ouais. Non, mais en fait, si chez vous avez peut-être mis en scène des courts-métrages, des choses comme ça reflète parfaitement l'ambiance d'un tournage. Pour être allé sur quelques plateaux, et encore, heureusement, c'était pas autant.
Mais c'est toujours un merdier comme ça qui aboutit à quelque chose de fabuleux ou pas, mais d'ultra vivant en fait. Mais d'ultra vivant, oui. Et puis il y a aussi ce message de la critique qui dit à Brad Pitt, vous serez immortel à jamais à travers les pellicules. Quelle trace on laisse en fait. Quelle trace on laisse. C'est l'héritage. N'importe qui fait un peu de cinéma a, même si peut-être certains se mentent à eux-mêmes, cette envie de laisser une trace quelque part. Et j'ai eu un débat avec un ami, et tu vas peut-être pouvoir me donner ton avis. Penses-tu que le cinéma va se conserver, je sais pas, dans 500 ans, on aura encore des bobines, des choses comme ça, on gardera une trace. Est-ce que c'est pas un art qui va vieillir peut-être plus vite encore que les autres? Parce que au final, on en est à un peu plus de 100 ans maintenant de cinéma. Ouais, on va dire 150 ans. On dirait un petit peu la première apparition, on va dire les premiers courts-métrages, on va dire. Je sais pas, le premier le film la sortie d'usine là. Ouais, c'était dans 130 ans. Ouais, 130 ans, ouais. Est-ce que tu penses que ce média qui va bien vieillir, sachant qu'on a déjà perdu énormément de choses, que maintenant on numérise bien évidemment, mais la pellicule se dégrade au fur et à mesure, on essaie de restaurer, mais est-ce que tu penses par exemple, je sais pas, à 500 ans, on aura encore Nosferatu, j'en sais rien. Moi j'ai envie de te dire que ça fait déjà 130 ans et on parle toujours du premier court-métrage des Frères Lumière. Peut-être. On parle toujours de Méliès aussi et son voyage dans la Lune. Donc j'ai envie de dire que moi j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire aussi. Je ne serais pas là pour le dire. Oui, je pense toujours. C'est pour ça que s'il y a des producteurs qui écoutent, ne m'oubliez pas. Voilà, je veux immortaliser la pellicule. Moi aussi, hein. Mais je l'immortalise comme vous voulez. Hein. Non, mais en tout cas, Babylone a un message presque universel au niveau du cinéma, je trouve. Tout s'applique parfaitement. Le jeu d'acteur est sensationnel, que ce soit Margot Robbie, Brad Pitt, je ne me rappelle plus le nom du jeune Mexicain. Oui, bien sûr. Là, il va me manquer, mais c'est pas grave. Oui, enfin voilà, c'est vrai que de toute façon, ce film a été boudé aux Oscars l'année dernière. Diego Calva. Oui, Diego Calva. Mais c'est une honte. C'est une honte déjà qu'il ne remporte pas l'Oscar de la meilleure musique. Alors comme vous venez de l'écouter, c'est du feu de Dieu. On a récompensé un film qui n'avait pas de musique et un très bon son de design, et on a mis meilleure bande originale. Bon, écoutez, c'est pas très grave. Techniquement, aux États-Unis, c'est un film de 2022, mais nous, il est sorti en 2023. Nous, c'est un film de cette année et on vous le conseille chaudement. Ah oui, absolument. À voir, si tant est que vous êtes passionné de cinéma. Puis même, il a un côté. Moi, je vois rythmé comme si c'était prendre. Alors, je n'ai jamais pris de drogue, mais j'ai l'impression vraiment qu'il y a toujours c'est un trip. Une montée. Voilà, c'est un trip. C'est une montée en puissance avec des redescentes et ça repart dans tous les sens. Et à la fin, on en ressort, on est fatigué mais heureux. Mais oui, voilà. Parce que le message épuisé est beau à la fin. Et c'est une lettre d'amour au cinéma. Et ça ne glorifie pas une certaine époque du cinéma. Ça ne vous dit pas avant c'était mieux, je pense quand même. Oui. Et c'est un très bon complément à Chantons sous la pluie, qui traite de la même période et que je vous conseille aussi très chaudement. Je l'ai toujours pas vu. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Oui, ça se rattrape. Oui, je sais que tu souhaites que je regarde ce film, et voilà. Mais Babylone, toujours film de l'année, numéro 1, et qui va le rester très longtemps, et je pense qu'il va avoir un statut culte très rapidement. Je pense aussi. Eh bien, écoutez, c'est la fin de cette émission, la 16/9e. Pour notre part, nous nous retrouverons donc pas la semaine prochaine, mais le 2 janvier. Voilà, on se fait une semaine de pause. Et le 2 janvier, bien évidemment, on reviendra sur ce qu'on aura vu pendant ces 15 jours. Oui. Il y aura énormément, je pense, à parler. Côté programmation à la radio, dès demain, vous pourrez retrouver 3 émissions Sing in English, présentées par Sébastien de 12h05 à 12h30. L'émission Parents autrement, présentée par Pauline de 13h à 14h. Et l'émission Place au possible, présentée par Camille et Julie de 17h à 18h. Nous, du coup, on vous souhaite de très bonnes fêtes. De très bonnes fêtes. Prenez soin de vous, amusez-vous. Le 2 janvier et bien évidemment, pour marquer cette année 2023, l'une des chansons qui a marqué cette année, c'est Dua Lipa, Dance the Night du film Barbie. On se quitte là-dessus et on se retrouve dans 15 jours. Ouais. À bientôt. Ciao, ciao. Passez de bonnes fêtes.